Cette tradition a eu lieu chaque année pendant environ 300 ans. Des pêcheurs migrants quittaient l'Europe pour aller pêcher la morue de l'autre côté de l'océan Atlantique. Des changements spectaculaires ont toutefois transformé cette industrie à la fin du 18e siècle, alors que 20 années de guerre sont venues perturber la pêche migratoire. Quand la paix a été restaurée en 1815, l'industrie avait été remplacée par une industrie de pêche locale en plein essor. Cette vidéo explique la transition de la pêche migratoire à la pêche effectuée par les résidents. Elle compare aussi ces deux types d'industries en exposant leurs caractéristiques particulières. La première inscription officielle d'une cargaison de pêche migratoire date de 1502. Hugh Elliot, un marchand de Bristol en Angleterre, avait envoyé à Terre-Neuve un vaisseau qui est rentré au pays quelques mois plus tard avec 36 tonnes de poissons à son bord. Elliot a fait un bon profit et il a continué à investir dans cette nouvelle industrie par la suite. Il n'était pas le seul. Bientôt, des centaines de bateaux et des milliers d'hommes allaient traverser l'océan Atlantique chaque année pour pêcher et transformer la morue. C'était une véritable entreprise multinationale. Des pêcheurs portugais, espagnols et basques y prenaient part, mais la France et l'Angleterre dominaient nettement cette industrie. Pour leur part, les Européens de l'Ouest considéraient avoir le droit de pêcher les stocks de morue. Très peu de gens, voire personne, remettaient en cause le droit de ceux qui vivaient sur les terres connues aujourd'hui sous le nom de Terre-Neuve et Labrador de puiser dans les fonds de pêche. Au commencement, la présence française était de loin la plus imposante. Mais cela a changé en 1713 lorsque le traité d'Utrecht a cédé le territoire de Terre-Neuve à la Grande-Bretagne. La France avait toujours des droits de pêche saisonniers sur une partie de la côte, mais son implication a diminué peu à peu. La pêche migratoire allait bientôt devenir une entreprise majoritairement anglaise. Même si les pays impliqués avaient des méthodes de pêche légèrement différentes, nous avons une bonne idée de la façon dont on effectuait la pêche migratoire à Terre-Neuve et Labrador à cette époque. Celle-ci comportait deux secteurs principaux. La pêche côtière, dont les infrastructures étaient installées sur le rivage, et la pêche en haute mer, où tout le travail se faisait sur les grands bancs. Les pêcheurs côtiers arrivaient à Terre-Neuve et Labrador à bord de grands bateaux de haute mer. Ils quittaient habituellement les ports du sud-ouest de l'Europe en mars ou avril, et il leur fallait environ 5 semaines pour traverser l'océan. Une fois arrivés à bon port en mai, les énormes bateaux ne servaient pratiquement plus à rien pendant tout le reste de la saison. Les équipages consacraient les premières semaines à la construction ou à la réparation d'infrastructures pour la pêche. Cabines, cuisines, chafauds, ainsi que des vignots, c'est-à-dire de grandes plateformes de bois sur lesquelles on étendait le poisson pour le faire sécher au soleil. La saison de pêche commençait en juin. Tôt le matin, les hommes partaient pour les fonds de pêche. Ils utilisaient des bateaux beaucoup plus petits que ceux qu'ils avaient pris pour traverser l'océan. L'embarcation la plus courante était la longue chaloupe à rame ou à voile, mesurant environ 10 mètres de long. Elle pouvait contenir les prises de morue de toute une journée, ce qui pouvait représenter 1 million de poissons environ. L'équipement utilisé par les pêcheurs était simple. Des hameçons en fer et des plombs attachés le long de leur canne à pêche. Les pêcheurs appâtaient l'hameçon et mettaient la ligne à l'eau en faisant de petits mouvements de haut en bas jusqu'à ce qu'ils attrapent un poisson. Quand leur bateau était rempli, les hommes retournaient sur la plage. Ils utilisaient de longues fourches pour sortir les poissons des bateaux et les déposer sur l'échafaud. Le moment était venu de transformer le poisson. Les décolleurs retiraient les entrailles et les têtes. Les trancheurs retiraient l'arête principale et les saleurs empilaient ensuite le poisson entre des couches de sel. On laissait reposer la morue ainsi pendant quelques jours avant de la laver et de l'étendre pour la faire sécher à l'air et au soleil.
La plupart du temps, la morue était placée sur des vigneaux, mais on utilisait aussi d'autres surfaces comme les galets sur la plage. L'équipage sur la rive retournait la morue une fois par jour, puis l'empilait le soir venu. Les bateaux affectés à la pêche en haute mer sur les grands bancs n'accostaient pas à Terre-Neuve et Labrador. Ils partaient d'Europe en se dirigeant directement vers les grands bancs. Les hommes passaient toute la saison de pêche à bord des bateaux qu'ils avaient pris pour traverser l'océan. C'est là qu'ils vivaient et travaillaient. On les appelait les terre-neuviers ou les banquets. Cette illustration d'un terre-neuvier a été publiée en 1772. En la regardant attentivement, on comprend mieux comment se déroulait ce type de pêche. Les hommes qui sont debout le long du bateau sont en train de pêcher. Comme les pêcheurs côtiers, ils utilisent des hameçons appâtés et des plombs attachés le long de leur canne à pêche. Quand ils remontaient un poisson à bord, un jeune membre de l'équipage l'apportait au décolleur, qui retirait la tête et les entrailles. Le trancheur retirait ensuite les arêtes, et le reste était lancé dans la cale, où on empilait les poissons entre des couches de sel. Contrairement à ce que faisaient les pêcheurs côtiers, ils ne mettaient pas la morue à sécher sur des vigneaux. Ils la gardaient plutôt dans la cale jusqu'à leur retour en Europe. Ce poisson était beaucoup plus salé que celui séché au soleil par les pêcheurs côtiers. Ces différentes méthodes de conservation ont permis de diviser ces activités de pêche en deux catégories distinctes. La pêche côtière était connue sous le nom de pêche à la morue sèche, tandis que celle effectuée sur les bancs était appelée pêche à la morue verte ou pêche errante. La pêche migratoire a duré environ 3 siècles avant de céder la place à une pêche davantage contrôlée par les résidents au début du 19e siècle. Quelles étaient les causes de ce changement? En résumé, 20 années de guerre. De 1792 à 1815, la Révolution française, la guerre anglo-américaine et les guerres napoléoniennes ont créé une conjoncture qui a entraîné l'effondrement de la pêche migratoire ainsi que l'arrivée massive de colons anglais et irlandais à Terre-Neuve et Labrador. La plupart d'entre eux se sont installés dans l'île. Même si la population habitant sur l'île à l'année avait lentement augmenté au 17e et 18e siècle, et qu'une pêche plus locale s'était développée durant cette période, cette industrie était loin de faire concurrence à la pêche migratoire avant que l'Europe ne soit plongée dans une longue période de guerre à la fin du 18e siècle. Au cours de ces conflits, la Grande-Bretagne a réduit considérablement sa flottille de pêche pour 2 raisons principales. Protéger sa flottille contre les attaques ennemies pendant la traversée de l'océan Atlantique et recruter dans la marine royale des marins expérimentés œuvrant dans la pêche migratoire. Le nombre de bateaux britanniques utilisés pour la pêche transatlantique est passé d'environ 300 en 1792 à moins de 50 en 1817. Au même moment, la population permanente de Terre-Neuve et Labrador a augmenté régulièrement pendant cette période de conflit. Des immigrants anglais et irlandais arrivaient au pays pour éviter d'être enrôlés dans l'armée et pour travailler dans la pêche locale en plein essor. Cette entreprise était rentable. La pêche de résidents créait des emplois intéressants, beaucoup d'emplois. Comme les pays en guerre s'étaient retirés de cette industrie, Terre-Neuve et Labrador a acquis un quasi-monopole sur le commerce du poisson salé. Les conditions étaient idéales pour que cette pêche contrôlée par les résidents connaisse un essor suffisant pour éclipser la pêche migratoire. La croissance d'une nouvelle industrie a aussi contribué à ce succès, la chasse aux phoques printanières, qui donnait du travail aux pêcheurs pendant la période creuse et qui permettait aux pêcheurs et à leurs familles de rester sur l'île toute l'année. L'opportunité de pouvoir rester sur l'île comportait un avantage économique certain pour ceux qui souhaitaient s'y établir de façon permanente. La pêche migratoire avait été une opération de grande envergure. Elle était financée par des marchands européens qui envoyaient des hommes outre-mer chaque année.
pour pêcher la morue. La pêche de résidents était différente, puisqu'elle était tributaire des équipes de pêche et des marchands locaux. Cette industrie était divisée en 3 secteurs: la pêche côtière, la pêche au labrador et la pêche hauturière sur les grands bancs. La main-d'œuvre familiale était au cœur même de la pêche côtière. Les hommes et les garçons plus âgés pêchaient la morue dans de petites embarcations non pontées, tandis que les femmes, les enfants et les hommes plus âgés travaillaient sur le rivage, où ils se partageaient les tâches de décolleur, de trancheur et de saleur. Ils étalaient aussi le poisson sur des vigneaux pour le faire sécher à l'air et au soleil. La façon d'effectuer la pêche côtière demeurait à peu près la même. Les pêcheurs quittaient leur maison de la côte très tôt le matin pour embarquer dans leur bateau à rame ou à voile qui les amenait jusqu'au fond de pêche. Ils revenaient ensuite sur le rivage lorsque leur bateau était rempli de morue. L'équipage, sur la rive, nettoyait et salait le poisson avant de le mettre à sécher. Des firmes marchandes, installées principalement à Terre-Neuve et Labrador plutôt qu'en Europe, achetaient la plus grande partie de la récolte. Au printemps, les marchands procuraient équipements, nourriture et autres biens à crédit aux familles. Les pêcheurs les remboursaient avec des cargaisons de poissons à l'automne. Cet arrangement économique était appelé système de troc. À Terre-Neuve, les stocks de morue disponibles pour la pêche côtière ont diminué après 1815. Certains pêcheurs vivant sur la côte nord-est de l'île ont décidé de se rendre au Labrador à bord de goélettes et d'autres embarcations à voile pour y pêcher le poisson. L'industrie de la pêche au Labrador était divisée en 2 secteurs, la pêche sédentaire et la pêche itinérante. La pêche sédentaire était effectuée par des familles de pêcheurs qui quittaient Terre-Neuve pour aller pêcher au Labrador pendant l'été. Elles installaient leur campement sur un terrain et se rendaient à la rame dans de petites embarcations non pontées jusqu'au fond de pêche. Elles ramenaient ensuite le poisson sur le rivage pour le transformer. Ces familles retournaient chez elles, à Terre-Neuve, à la fin de la saison. La pêche itinérante se faisait différemment. Les pêcheurs vivaient sur leurs goélettes durant la saison de pêche et naviguaient le long de la côte du Labrador à la recherche de morue. Ils empaquetaient le poisson dans le sel et le rapportaient à Terre-Neuve à la fin de la saison pour le faire sécher. La pêche itinérante ne reposait pas sur la main-d'œuvre familiale locale. Des équipages composés d'hommes et de femmes étaient embauchés pour faire le travail. Dans les années 1860, les stocks de poissons du Labrador ont commencé à chuter à leur tour, favorisant ainsi l'essor d'un 3e secteur, la pêche hauturière sur les grands bancs. Les pêcheurs se rendaient sur les grands bancs à bord de goélettes en bois, de bateaux à voile et à vapeur, et d'autres vaisseaux de haute mer. Ils ancraient leurs bateaux en lieu sûr, puis mettaient de petites embarcations pontées à l'eau. Les pêcheurs parcouraient les fonds de pêche et retournaient à leurs gros bateaux plusieurs fois par jour pour décharger leurs prises. Les équipages transformaient le poisson sur les bateaux et restaient sur les bancs pendant plusieurs semaines consécutives. Les femmes et les enfants ne travaillaient pas dans cette industrie, contrairement à ce qui se faisait du côté de la pêche côtière et de la pêche au Labrador. Les pêcheries de morue ont été le pilier économique de Terre-Neuve et Labrador pendant tout le 19e siècle. Pourtant, la plupart des familles de pêcheurs devaient trouver un autre emploi pour subvenir à leurs besoins tout au long de l'année. Il pouvait s'agir de la chasse en automne, de la coupe du bois en hiver, de la chasse aux phoques au printemps et de la culture de légumes en été.